Mes parents m'ont humilié à la remise de diplôme de ma sœur. Ils ont plaisanté en disant que j'étais une erreur, comparée à ma sœur parfaite. Alors, je les ai choqués par ce que j'ai fait lors de la remise de diplôme de ma sœur. Je me suis senti absolument honteux de mes propres parents. Ils m'ont dénigré devant tout le monde, même nos amis les plus proches et nos proches. Cet événement était censé être uniquement consacré à Elena, ma sœur aînée. Elle était ravie de commencer un nouveau chapitre de sa vie, car elle venait de terminer ses études universitaires et avait décroché un emploi formidable. Lorsque mes parents se sont levés pour prononcer un discours en son honneur, je m'attendais à ce qu'ils fassent des remarques appropriées. Elle avait travaillé dur pour atteindre cette étape et méritait amplement d'être félicitée. Je n'ai pas été surpris qu'au cours de leur discours, ils mentionnent Elena comme l'une de leurs plus grandes bénédictions. J'étais alors assez âgé pour reconnaître que mes parents adoraient Elena plus qu'ils ne m'aimaient. Elle avait toujours été la fille la plus talentueuse, et mes parents ne cessaient de me comparer à elle. Puis, mes parents ont commencé à plaisanter dans leur discours, en disant qu'ils auraient dû arrêter d'avoir des enfants après Elena. Ils ont affirmé que les cadets étaient généralement inutiles. Ils ont dit que s'ils n'avaient eu qu'Elena dans leur vie, ils auraient pu passer plus de temps et d'efforts sur elle au lieu de moi. Les entendre dire de telles horreurs, ouvertement et avec désinvolture, alors que j'étais assis juste là, m'a sidéré. J'ai parcouru la salle du regard, espérant que quelqu'un, n'importe qui, remarquerait à quel point leurs propos étaient troublants. Mais tout ce que j'ai vu, ce sont les visages de mes proches, riant avec eux, comme si cette comparaison ignoble était un simple divertissement. Bien que mes parents m'aient souvent fait me sentir inférieur et inutile, c'était la première fois qu'ils le faisaient en public, sans me laisser d'échappatoire. À leurs yeux, je manquais simplement de valeur comparée à leur belle-fille, Elena. Ce n'était pas un incident isolé ni un simple manque de jugement. Cela confirmait ce que je soupçonnais depuis longtemps, j'étais une lueur lointaine, tandis que ma sœur aînée serait toujours la fille qu'ils adoraient. En grandissant en tant que deuxième enfant, je me suis habitué à la préférence implicite de notre foyer. Cela transparaissait sans cesse dans leurs discours, leurs comportements et leurs habitudes. Mes parents oubliaient souvent de me souhaiter un joyeux anniversaire, et à plus d'une reprise, ils étaient en voyage d'affaires, me laissant seul. Ils ne rataient jamais les moments importants d'Elena. Chaque année, sans exception, mes deux parents étaient là, organisant un événement spectaculaire pour elle et veillant à ce qu'elle se sente honorée. Voir à quel point ils la couvraient d'amour lors de ces journées spéciales m'a appris très tôt à revoir mes attentes et à accepter que mon anniversaire n'avait pas d'importance pour eux. En tant qu'enfant au caractère affirmé, mes parents me rappelaient régulièrement que j'étais perturbateur ou désagréable, simplement à cause de qui j'étais qualifié de problématique parce que je ne correspondais pas au modèle calme et réservé qu'ils semblaient apprécier. Et j'étais puni pour des choses aussi simples que parler trop ou exprimer honnêtement mes intérêts. En revanche, le tempérament calme et les tendances introverties d'Elena étaient constamment loués dans notre famille. Elle était considérée comme la fille idéale, car elle était mature et polie. C'est donc elle qui était mise en avant et exhibée devant tout le monde. Au fil des années, c'est moi qui ai reçu le plus de critiques. Pendant un certain temps, j'ai essayé de correspondre à l'image que mes parents semblaient vouloir. J'ai fait des efforts en croyant que si j'agissais mieux, accomplissais plus de choses ou suivais leur plan, ils finiraient par me voir différemment. Mais en grandissant, il est devenu évident que je ne pouvais pas simplement me transformer en un clone d'Elena. Nous étions deux personnes distinctes. J'ai essayé si fort, mais je ne pouvais pas être elle. J'ai fini par abandonner et tenter de m'adapter à leur adulation constante envers elle. Le fait qu'ils se vantaient de ses réussites à qui voulait l'entendre, tout en ignorant tout ce que j'avais accompli, me blessait profondément. Pourtant, tous ces incidents, aussi dévastateurs soient-ils, étaient restés dans le cadre familial. J'ai été stupéfait par la facilité avec laquelle ils ont exposé tout cela lors de la cérémonie de remise des diplômes. Jusqu'à ce jour-là, mes parents ne m'avaient jamais humilié devant les autres. Jamais ils n'avaient montré au reste de la famille élargie à quel point ils avaient peu de respect pour moi. Ce qui m'a encore plus blessé, c'est qu'aucun membre de ma famille n'a montré le moindre signe de désapprobation ou n'a dit à mes parents que leur comportement était inapproprié. Personne ne m'a même jeté un regard compatissant après que mes parents ont fait ces blagues à mes dépens. Mes parents ont continué à louer Elena, et le ton de leur voix exprimait une fierté que je n'avais jamais vue diriger vers moi. Puis, ils ont annoncé sans gêne qu'ils lui avaient offert un cadeau de fin d'études, une voiture neuve, celle qu'elle avait toujours rêvé d'acheter. Sous les yeux de tous, Elena a étreint mes parents avec amour et gratitude, et la salle a explosé en applaudissements, rires et acclamations. Tous les trois semblaient vraiment comblés. Le plus ironique, c'est que je n'ai jamais été jaloux d'Elena.
Nous nous étions toujours bien entendus, et je croyais sincèrement qu'elle méritait chaque bonne chose qui lui arrivait. Mais ce discours m'a brisé. La vérité, c'est qu'après cette soirée, je n'ai plus adressé la parole à mes parents pendant des années. J'avais enduré leur favoritisme, leurs moqueries et leurs paroles blessantes en silence. J'avais tout encaissé et m'étais convaincu que si je restais fort et calme au lieu de m'irriter, les choses finiraient par s'améliorer. Mais ce soir-là, après leur discours et leurs plaisanteries devant tout le monde, j'avais atteint mon point de rupture. J'étais fatigué d'encaisser tout cela et de faire semblant que leurs commentaires ne me blessaient plus. J'ai donc décidé que je ne pouvais plus rester silencieux. J'ai rassemblé tout mon courage pour parler, espérant que mes parents verraient à quel point leurs actes m'avaient profondément blessé. Je voulais qu'ils montrent au moins qu'ils se souciaient assez de moi pour m'écouter. Je voulais qu'ils reconnaissent la souffrance qu'ils m'avaient infligée au fil des ans et comprennent l'humiliation que je ressentais à ce moment-là. Si je leur disais ce que je ressentais, j'imaginais qu'ils regretteraient leurs paroles ou, au moins, se sentiraient mal d'avoir autant minimisé mon existence. Mais lorsque je les ai finalement confrontés, je n'ai reçu qu'une réponse froide et méprisante. Ils ont à peine prêté attention à mes mots. Plutôt que d'exprimer du regret ou de s'excuser, ils m'ont accusé d'exagérer, comme si des années d'ignorance et de dénigrement pouvaient être aussi facilement balayées. Ils ont agi comme si je n'avais aucun droit d'être en colère contre eux ou comme si mes sentiments n'avaient aucune importance. Mon père est même allé jusqu'à dire qu'ils n'avaient aucune raison d'être fiers de moi et que je ne devais pas leur en vouloir s'ils étaient déçus de la personne que j'étais. Je me souviens à quel point il l'a dit avec désinvolture, comme si ma présence n'avait aucune valeur à ses yeux. Ma mère, quant à elle, m'a dit d'arrêter de réagir de manière excessive et a souligné que j'étais trop exigeant en étant contrarié pour quelque chose d'aussi insignifiant. C'était comme si mes parents disaient que je n'avais pas mérité le respect fondamental d'être leur enfant, parce que je n'avais pas fait assez. Comme si j'étais, d'une manière ou d'une autre, moins digne de leur fierté ou de leur attention qu'Elena, simplement parce que je n'étais pas elle. L'affaire est même remontée jusqu'à Elena, qui a pris la défense de nos parents et m'a clairement demandé d'être moins dur avec eux. Elle a prononcé une phrase qui m'a profondément marqué et que je n'oublierai jamais: je n'aurais pas dû être aussi outré par leur discours de remise de diplôme, car ce n'était qu'une plaisanterie inoffensive. Elena m'a assuré que si j'avais étudié et travaillé dur comme elle, je pourrais, moi aussi, leur faire honneur. Parmi toutes les paroles prononcées, ce sont celles qui m'ont le plus blessé. C'était terrible d'entendre que je n'avais pas travaillé assez dur pour mériter leur respect. Elle disait cela comme si c'était si simple, comme si toutes les années d'efforts que j'avais fournis étaient invisibles pour elle, comme si mes difficultés et mes tentatives pour obtenir un emploi n'avaient aucune valeur. En tant que grande sœur, j'espérais qu'elle me protégerait d'une certaine manière. Mais elle ne l'a pas fait. Cela ressemblait à une trahison venant d'elle. Avec le recul, cette conversation a tout changé. J'ai compris à ce moment-là que j'avais définitivement tourné le dos à ma famille. J'en avais fini avec la quête de leur approbation, fini d'essayer de leur expliquer qui j'étais, fini d'espérer quelque chose qui ne viendrait jamais, leur amour ou leur reconnaissance. Je me suis alors entièrement consacré à la construction de mon propre avenir. À partir de ce jour, je me suis plongé dans mes études, en me concentrant sur ce que je pouvais contrôler et créer, mon propre destin. 2 ans plus tard, tous mes efforts ont porté leurs fruits lorsque j'ai été accepté, avec une bourse complète, dans l'université de mes rêves. C'était une réussite personnelle, entièrement la mienne. Le résultat de ma persévérance, de ma détermination et de mon refus de laisser la négligence de ma famille me définir. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, ils ont été presque aussi surpris que s'ils n'avaient jamais imaginé que je pourrais aller à l'université, et encore moins obtenir une bourse. Elena a même examiné ma lettre d'admission à 2 reprises, comme si elle ne croyait pas que j'étais capable d'y arriver seul. Clairement, ils m'avaient tous sous-estimé. Et voir leur étonnement m'a procuré un léger frisson de satisfaction. Je me suis simplement contenté de secouer la tête face à sa remarque. Mais ma mère a rapidement gâché mon humeur en ajoutant que c'était une bonne chose que j'ai obtenu une bourse complète, car ils n'avaient de toute façon mis de côté aucun fonds pour mes études universitaires. Mes parents n'avaient eu aucun problème à payer les frais de scolarité d'Elena, malgré leur absence totale de prévoyance en ce qui me concernait. Lorsque le moment est venu de partir, j'ai simplement fait mes bagages et quitté la maison pour emménager dans mon appartement universitaire. Ce jour-là, j'ai pris une décision ferme: couper tout contact avec Elena et mes parents. Je n'ai ressenti aucun besoin d'expliquer mes intentions. Après tout, ils avaient toujours montré que mes sentiments, mes opinions et mes valeurs avaient peu d'importance à leurs yeux. Pourquoi devrais-je m'épuiser à leur expliquer quelque chose qu'ils avaient prouvé être incapables de reconnaître?
Puisqu'ils n'avaient même pas jugé nécessaire de s'excuser pour réparer des années de négligence et de souffrance, j'ai compris qu'il était inutile de discuter avec eux. Au cours des semaines et des mois suivants, ma famille m'a fréquemment contacté, envoyant des courriels et des messages. Pendant un instant, j'ai espéré qu'ils avaient reconsidéré leurs actes et qu'ils cherchaient à faire amende honorable. Au début, j'ai ressenti l'envie d'ouvrir ces messages. Cependant, chacun d'eux ne faisait que me rappeler amèrement qui ils étaient réellement. Leur communication était pleine de tentatives pour me manipuler, cherchant à me faire croire que c'était moi qui agissais de manière irrationnelle. Au lieu d'accepter la responsabilité des années de souffrance mentale qu'ils m'avaient infligées, ils étaient convaincus que j'avais réagi de manière excessive. Ils rejetaient ma décision de couper les ponts comme étant immature et impulsive. Leur discours revenait toujours à la même vérité sous-jacente, j'étais celui qui détruisait la famille, donc c'était moi qui avais tort de couper les liens. Je n'ai jamais pris la peine de leur répondre. Jusqu'à présent, mon expérience universitaire a été extrêmement positive. J'ai pu consacrer toute mon attention à mes études, à mes passions et, plus important encore, aux relations avec des personnes qui m'aiment et me voient pour ce que je suis réellement. Travailler à temps partiel dans un restaurant voisin m'a permis d'économiser pour l'avenir. Rencontrer de nouvelles personnes au restaurant et discuter de leur vie est une expérience enrichissante. J'ai coupé tout contact avec ma famille et me suis plongé dans mes études, ma vie sociale et tout ce que mon nouvel environnement avait à offrir. En remplissant mes journées d'événements importants, je ne les ai ni regrettés ni même songé à ce qu'ils devenaient, ne serait-ce qu'une seule fois. Hier, j'ai reçu un email inattendu de mes parents. J'ai été choqué, car ils avaient cessé de m'écrire depuis longtemps, sachant que je n'avais jamais répondu à aucun de leurs précédents messages. Dans cet email, mes parents m'encourageaient à les contacter rapidement, car ils avaient de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Pourtant, j'ai senti ma poitrine se serrer. Malgré toutes ces années de souffrance et de rejet, je n'avais jamais pu me débarrasser de cette sensation persistante qu'un malheur pouvait survenir. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et tout ce à quoi j'ai pu penser, c'était la possibilité qu'un membre de ma famille soit gravement malade ou, pire encore, décédé. Malgré ma résolution de les garder à distance, la peur s'est insidieusement installée en moi. Mon cœur martelait dans ma poitrine tandis que je me préparais mentalement à affronter la nouvelle qu'ils allaient m'annoncer. J'ai saisi mon téléphone, les ai débloqués et les ai immédiatement rappelés. Elena, qui traversait une situation personnelle difficile, était profondément bouleversée par la nouvelle que mes parents voulaient me communiquer. Ils m'ont révélé qu'elle était tombée dans la toxicomanie, une dépendance qui avait gravement bouleversé sa vie. Ils m'ont expliqué que son addiction était devenue si grave qu'elle avait perdu son emploi, dépensé toutes ses économies et se retrouvait désormais sans ressources ni solution. Je n'avais aucune idée qu'Elena traversait une telle épreuve, et la nouvelle m'a complètement pris de court. Elle avait toujours été ma sœur fiable et brillante. Pourtant, cette même sœur était maintenant dépendante à la drogue. J'avais du mal à y croire. Aux yeux de mes parents, son addiction était si inconcevable qu'elle a brisé leur perception d'elle. Leur incrédulité, leur désespoir et, plus que tout, leur immense préoccupation quant à l'impact que cela aurait sur leur réputation si cela venait à se savoir m'ont stupéfié. Ils espéraient que j'aurais des réponses à leur apporter alors qu'ils me racontaient tout. Elena avait toujours semblé équilibrée et responsable, donc apprendre qu'elle, parmi toutes les personnes, était tombée dans quelque chose d'aussi destructeur que l'héroïne était bouleversant. Puis, mon père m'a demandé d'un ton suspicieux, « Tu ne lui as pas présenté la drogue à l'époque, n'est-ce pas ?» Les implications de cette question m'ont choqué. Non seulement l'idée était totalement absurde, mais elle était aussi profondément révoltante. Imaginer qu'il puisse me soupçonner d'être impliqué dans les problèmes d'Elena, et encore moins d'être celui qui lui aurait présenté la drogue, était insensé. Comment aurais-je pu introduire ma sœur aînée à la drogue? Je veux dire, je ne consomme même pas de drogue moi-même. De plus, je n'avais pas parlé à Elena ni au reste de ma famille depuis des années en raison de la façon dont ils m'avaient traité. Éloigné d'eux, j'avais concentré mes efforts sur la construction de ma propre vie, loin de leur toxicité. Face à l'effondrement de leur image parfaite d'Elena, ils se sont immédiatement mis à chercher un coupable. Et j'étais clairement la cible la plus facile. Je leur ai conseillé de parler à Elena avant de tirer des conclusions hâtives et leur ai dit qu'il était insensé de me suspecter. Tout au long de notre conversation, j'ai remarqué que mes parents étaient bien plus préoccupés par la honte qui risquait de s'abattre sur la famille si l'addiction d'Elena venait à être rendue publique que par l'état réel de leur fille. Ma mère semblait obsédée par le contraste entre l'image immaculée de sa fille parfaite et ses actions secrètes.
Elle ne cessait de parler de combien il était surprenant de découvrir cette facette cachée d'Elena et de la réaction des autres s'ils l'apprenaient un jour. Elena et mon père étaient dépassés et complètement démunis face à la situation, si bien que ma mère m'a supplié de rentrer à la maison pour les aider à s'occuper d'elle. Elle m'a imploré, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? J'ai tellement honte d'elle. Peut-être que tu pourrais lui parler à notre place. Comme si c'était une demande légitime à faire après des années de silence et d'indifférence. Je ne peux pas aider Elena, elle a besoin d'une aide professionnelle, ai-je déclaré sans détour. J'ai insisté sur le fait que si mes parents se souciaient réellement de son bien-être et voulaient l'aider à se rétablir, la meilleure et la plus compatissante des solutions serait de l'admettre dans un centre de traitement où des spécialistes qualifiés pourraient l'assister. Mais mon père a immédiatement rejeté l'idée de l'envoyer en cure de désintoxication, tremblant presque à la simple pensée que le nom de notre famille puisse être terni par son admission dans un centre de traitement. Il était obsédé par la possibilité que leur réputation soit endommagée si elle allait dans un tel établissement. Il affirma que cela ne ferait qu'aggraver la honte qui pèserait sur notre famille. L'idée que leur seule fille accomplie puisse souffrir d'une dépendance aussi grave que l'héroïne l'horrifiait. Mon père m'a réprimandé pour avoir seulement envisagé cette option, comme si admettre ouvertement son addiction était plus honteux que la laisser souffrir en silence, et comme si une simple surveillance constante pouvait miraculeusement résoudre le problème. Il insista pour que je rentre à la maison afin que nous nous occupions d'Elena ensemble. Il voulait que nous la gardions sous une observation permanente pour éviter toute rechute. Il ne cessait de répéter combien il voulait qu'Elena aille mieux et retrouve sa vie normale le plus vite possible. Dans leur vision des choses, tout redeviendrait normal tant que personne d'autre n'était au courant. Il voulait que je participe à cette mascarade, en faisant semblant que tout allait bien et en cachant ses problèmes aux autres. J'étais outré et stupéfait en l'écoutant. Pourquoi mes parents se souciaient-ils tant de ce que les autres pensaient d'eux et de leur réputation? Ils avaient là une occasion de prouver qu'ils pouvaient faire passer les besoins de leur fille avant les apparences, une opportunité de transformer réellement sa vie. Ma sœur souffrait manifestement d'un problème grave, et pourtant, ils avaient encore du mal à faire ce qui était juste. Ces personnes n'avaient visiblement pas changé. En plus de cela, ils tentaient maintenant de me faire revenir, me demandant de préserver cette façade familiale en les aidant et en prenant soin de la sœur avec laquelle ils m'avaient constamment comparé. J'ai prétendu avoir besoin de temps pour réfléchir. Après tout, je ne peux pas simplement tout abandonner, j'ai mes cours et mon travail à prendre en compte. Mes parents ont insisté pour que je prenne au moins 2 ou 3 semaines de congé afin de les aider, me disant qu'ils avaient vraiment besoin de moi en ce moment. Je suis partagé. Une partie de moi veut voir ce que je peux faire pour Elena, s'assurer qu'elle va bien. L'autre partie de moi est égoïste et veut laisser mes parents gérer leur enfant chéri par eux-mêmes. Je ne sais pas si je peux être d'une grande aide, surtout quand ils semblent plus préoccupés par leur image que par la véritable cause du problème. Même aujourd'hui, je me demande si je devrais refuser de retourner chez moi et de m'occuper de ma sœur toxicomane. Mise à jour 1. Je ne pensais pas que cette histoire allait autant exploser. Il me faut un certain temps pour parcourir les centaines de commentaires que j'ai reçus. Je voulais clarifier certaines choses. Je ne déteste pas Elena. En réalité, je veux l'aider et je me soucie sincèrement d'elle. Cependant, n'ayant pas parlé à ma famille depuis 3 ans, j'ai atteint un niveau de sérénité et de stabilité que je n'avais jamais connu auparavant. Ce qui m'inquiète, c'est que renouer avec Elena pourrait permettre à mes parents de réintégrer ma vie également. Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Si vous vous posez la question, il est tout à fait possible qu'Elena lutte contre son addiction depuis des années, peut-être même avant que mes parents ne s'en rendent compte. Clairement, en tant qu'enfant chéri, elle était adulée et présentée comme la fille parfaite, constamment soumise à une pression intense pour maintenir cette image. Ce type d'idéalisation minimise la possibilité d'échec, rendant toute erreur, même minime, catastrophique. Si Elena croyait que sa valeur était uniquement définie par ses réussites et la perception que les autres avaient d'elle, alors la drogue aurait pu, au fil du temps, devenir un mécanisme d'échappement face à la pression de ses attentes écrasantes ou à la peur de décevoir nos parents. Je deviens encore plus déprimé lorsque je pense à ma sœur, qui a peut-être souffert en silence tout ce temps sans que je le sache. Elle aurait dû se sentir à l'aise d'être honnête avec moi bien plus tôt, avant que les choses n'en arrivent là. J'aurais voulu être là pour elle, pour l'aider à surmonter cette épreuve. Cela me donne un sentiment d'impuissance. Si seulement j'avais su cette part essentielle de sa vie, j'aurais pu l'aider. Mes parents attendaient le meilleur de ma sœur et de moi depuis notre plus jeune âge, car ils sont tous deux des personnes très accomplies. Personnellement, j'ai besoin de temps pour analyser tout cela. Je vous tiendrai informé si la situation évolue. Mise à jour 2.
Après une longue réflexion et grâce aux encouragements de certains commentaires que j'ai lus, j'ai décidé de contacter Elena. Elle est ma sœur, malgré tout. En conséquence, j'ai estimé qu'il était crucial d'entendre son point de vue directement, plutôt que de fonder mes décisions uniquement sur les interprétations de mes parents. D'abord, je lui ai envoyé un court message pour lui demander si elle voulait discuter. Elle a répondu quelques heures plus tard, mais n'a accepté qu'un appel téléphonique. Quand j'ai enfin entendu sa voix à l'autre bout du fil, elle ressemblait à l'ombre de la sœur que je connaissais autrefois. Le ton d'Elena était manifestement plus pesant, plus doux et plus prudent. Peu à peu, elle m'a révélé ce qu'elle traversait. Elena a déclaré qu'elle luttait contre l'addiction depuis plusieurs années. Tout a commencé peu après l'université, lorsqu'elle a commencé à travailler dans son cabinet d'avocat. Elle avait du mal à maintenir ce statut au travail, se forçant sans cesse à travailler plus dur que les autres pour impressionner son supérieur, dans l'espoir d'obtenir davantage de reconnaissance ou une promotion. Elle a commencé à se sentir épuisée après avoir été pendant si longtemps la fille parfaite et extrêmement talentueuse. Elena avait le sentiment qu'elle ne pouvait ni s'arrêter, ni ralentir, ni demander de l'aide, car elle devait être à la hauteur des attentes que tout le monde avait placées en elle. Quand le stress est devenu insupportable, un ami lui a recommandé d'utiliser des drogues récréatives pour se détendre. Avant même de s'en rendre compte, ce qui avait commencé comme une consommation occasionnelle s'était transformé en une dépendance. Elena a également déclaré qu'elle s'était sentie emprisonnée pendant très longtemps. Elle ne pouvait pas dire à nos parents qu'elle souffrait, car elle savait comment ils réagiraient. Elle se sentait seule, en raison de leur obsession pour les apparences et leur refus d'admettre quoi que ce soit qui contredisait leur version des faits. Elle a donc maintenu la façade, faisant semblant que tout allait bien, même lorsqu'elle perdait lentement le contrôle. Mais elle ne pouvait plus cacher la vérité. Elle a sombré, perdu son emploi et épuisé toutes ses économies. Elle s'est demandé si je la jugeais aussi sévèrement qu'elle se jugeait elle-même. Elle m'a confié qu'elle ressentait une profonde honte, même en m'en parlant. Cela m'a brisé le cœur d'entendre son histoire. Je n'avais jamais réalisé que le piédestal sur lequel nos parents l'avaient placée était en réalité une prison, et non un privilège. Elle portait le poids écrasant d'être l'enfant prodige, tandis que moi, je supportais la douleur d'être ignoré. L'obsession de nos parents pour le contrôle et leur favoritisme nous avait, chacun à notre manière, profondément blessés. Il n'y avait aucune chance que je la juge pour cela. J'ai exprimé mes regrets qu'elle n'ait pas partagé ses sentiments avec moi plus tôt. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir été là pour elle. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la cloche de notification pour rester informé des histoires de vie réelles et choquantes qui se produisent autour de vous.